Ça fait plus de 2 mois que j'ai pas fait d'interview et comme vous savez, ma dernière, elle a pas vraiment fonctionné. Ça m'a pas démotivé parce qu'aujourd'hui, pour le vrai 5e épisode de Hors de l'ordinaire, j'ai un invité très spécial et qui, je crois, est le plus connu et pourtant pas tant au Canada, mais plutôt à l'international. Simon Girard, le créateur du groupe Beyond Creation dont je porte le chandail actuellement. Yeah. Et donc, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue à cette chaîne YouTube. Et donc, j'ai une dizaine de questions sur le fait que t'es pas juste un métalleux, t'es aussi un photographe. Et ça, c'est très rare quelqu'un qui est les deux en même temps. Donc, pour commencer simplement, la question de base que je pose à tout le monde, c'est une présentation globale, nom, âge et tout. Donc, vas-y, présente-toi. Simon Girard, mon nom. J'ai 36 ans et c'est ça, je suis guitariste chanteur du groupe Beyond Creation et également photographe et vidéaste. Je fais un peu de tout dans ce milieu-là et je suis également acteur vocal pour les jeux vidéo. Je fais des voix de monstres. Ah, c'est vrai, j'avais oublié, mais c'est vrai que donc, j'avais 203, fait tout. Yes, exactement. Donc, j'ai été surpris, j'étais allé vérifier. Tu as une page Wikipédia, enfin, le groupe a une page Wikipédia. Ah ouais, okay. Et j'ai vu que le groupe existait depuis 2005. Ouais. Donc, en gros, le groupe a le même âge que moi. Et à date, il y a 3 albums. J'ai bien fait mes devoirs, je les ai tous écoutés. Donc, l'album de 2011, The Aura. Ouais. De 2014, Earthbound Evolution. Ouais, et exact. 2018, Algorithm. Yes, donc, ça fait 7 exact. ans qu'il n'y a pas de nouvel album. Donc, je pense que là, il y a. Ça s'en vient, ça s'en Il y a vient. des projets qui se concrétisent bientôt. Ben oui, exactement. On était en studio tout récemment, puis enregistrement du vidéoclip également. Fait que la nouvelle chanson, ça s'en vient, là, les nouvelles tunes. Yes. Ça, j'ai remarqué, il y a des vidéos qui plafonnent genre le 1 million de vues. Il y a des gens qui disent que c'est genre des meilleurs groupes qu'ils n'ont jamais écouté. Fait que je me dis, il y a un monde où cette vidéo-là, là, elle va se toucher sacrément beaucoup de monde. Mais d'un autre côté, je me dis, vu que c'est en français, je suis pas certain. Mais à voir, on va espérer que ça ait, ça ait une bonne cote. Yes. Donc pour commencer, tout simplement, comment sont venues tes passions, deux passions aussi différentes que le death metal et la photographie? Le death metal, c'est sûr que si je remonte dans le temps, parce que j'ai commencé à jouer de la musique avec mon grand-père qui était accordéoniste, donc on était vraiment loin du death metal. Ça, c'est ça. C'était vraiment dans le classique que j'ai grandi. Par contre, mes parents ont toujours été des fans de musique rock, Metallica. Et à partir de là, j'ai découvert Megadeth, Necrophagist, Death, des groupes. Ça a été de plus en plus élevé. Puis c'est ça. Je pense que Necrophagist a été une des influences les plus marquantes pour moi quand j'ai débuté le groupe, avec les blast beats, puis des trucs très techniques, le classique, très présent dans les compositions. Donc ça m'a beaucoup interpellé. Ouais, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les commentaires qui disaient que c'était très perfectionniste. Qu'il y avait vraiment des. Même si c'est. Désolé du cliché, mais que même si on comprend pas forcément les paroles, même si c'est en français ou en anglais, la technicalité au niveau des instruments, c'est une folie. J'ai plus le nom exact, il y a tellement de sous-genres du métal. Mais il me semble qu'il y a un mot précis pour dire qu'il y a une technique assez pointue sur. Ils disent technical death metal. Ouais, donc, du death metal technique. Ouais, exact. Puis sinon, pour la photographie et vidéo, c'est venu un petit peu plus tard, je dirais vers 2011, que j'ai commencé à. J'ai acheté mon premier DSLR. J'ai commencé à prendre des photos, puis je tripais solide là. J'adore la nature, j'adore tout ce qui est outdoor, puis faire des expéditions, puis découvrir sur les animaux, etc. Et c'est ça. À partir de là, ça a toujours été un pit sans fond, dans le sens que j'ai toujours continué à investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans l'équipement, également les techniques, etc. que j'ai développé au fil du temps. Donc, tout ça m'a permis de voyager un petit peu à travers le monde avec les tournées, prendre des photos, faire des tours guidés. C'est un bel amalgame entre le côté musical, les tournées, puis découvrir des nouveaux pays, découvrir des nouvelles places, puis être là avec ma caméra. Donc, j'en profitais évidemment. Puis par la suite, j'ai commencé à faire aussi
des voyages photos, donc vraiment plus focusé sur la photographie. Aussi au début, moi je croyais, je me suis dit, les photographes musiciens, peut-être que les pochettes des albums sont des photos, mais finalement, pas vraiment. Si on voit, genre le chandail-là ou les 3 albums, c'est vraiment pas des photos. Là. Non, c'est tous des artistes soit québécois ou d'ailleurs dans le monde qu'on a engagés pour créer, on leur donnait, disons, une chanson ou s'ils connaissaient déjà le band, on leur donnait un hint, mettons, on aimerait savoir tel genre de couleur ou de design, est-ce que tu peux nous faire quelque chose à son image en tant qu'artiste? Puis ils nous revenaient avec des designs comme ça, donc c'est le travail de collaboration avec d'autres artistes. En parlant de titres, et aussi un truc que je me demandais, c'est d'où il vient le nom du groupe. Beyond Creation, au-delà de la création. Ouais, c'est quand même un peu, ouais. je vais dire, biblique, là, mais dans l'unification, c'est pas juste parce que c'est stylé. Ça a commencé par Behind Creation, les vrais. Au tout début, j'ai appelé ça Behind Creation. Puis après, en parlant avec les gars, on s'est rendu compte que Beyond Creation sonnait mieux. En fait, la pensée derrière tout ça, c'est que, bon, comme chaque album est très différent, ça l'a toujours été dès le début que je composais, ça l'a toujours été un aspect très important pour moi de progresser, de pas refaire la même chose, d'explorer. J'aime tous les styles de musique, peut-être sauf le country, que j'ai un peu de misère, mais c'est pas grave. il y en a pour tous les goûts, là, mais c'est ça, dans le sens que je voulais pas être badré de dire ok, on fait quelque chose, puis ça va toujours sonner similaire, puis être dans le même style. Donc j'aime ouvrir mes horizons, découvrir, explorer. Donc c'était un petit peu ça le principe. C'était rien de religieux ou quoi que ce soit. C'était vraiment de pousser mes propres barrières mentales et physiques, essayer des nouvelles choses. Donc le nom, on trouvait que Beyond Creation était assez significatif pour l'idéal. Ouais, puis on remarque aussi que si on prend à peu près une trentaine de chansons, la majorité sont en anglais parce qu'il faut, si tu veux atteindre un public plus large, mais il y a quand même une petite touche, je pense qu'il y en a 5 à peu près chansons avec au moins un titre en français. Donc ça, je pense que c'est pour revenir à ses racines en tant que Québécois. Mais le truc que je me demande quand même, c'est comment tu écris des paroles que 95% des gens comprennent pas vraiment. J'aime l'approche très philosophique des lyrics, des paroles. Parce que, bon, de ce côté-là, j'ai jamais été un gros fan de gore. Comme par exemple, Necrophagist, c'était très gore dans leurs paroles. Juste le nom, c'est genre mangeur de cadavres. Ouais, exactement. Ou Cannibal Corpse, etc. Ça. Mais ça n'a jamais été quelque chose qui m'a touché, moi, personnellement. Ce que j'aimais mieux dans la façon d'écrire, c'était vraiment, disons, Death, Chuck Schuldiner, de la façon qu'il écrivait. Donc, c'est de parler de choses, peut-être que des aspects qui viennent me toucher, moi, personnellement, mais de l'écrire d'une certaine façon que c'est pas super direct, que la personne qui va le lire, l'auditeur qui va le lire, va pas nécessairement, dès la première fois qu'il va lire les paroles ou l'entendre, que ce sera pas un sujet ultra défini, qu'il peut peut-être s'imaginer dans sa propre vie avec ces paroles-là, donc c'est quelque chose qui peut toucher d'une façon différente les auditeurs. Donc c'est ça, le côté un petit peu psychédélique, je crois, de Pink Floyd et aussi, déjà en premier lieu, je sais pas si c'est un peu réducteur, mais déjà il faut les comprendre, les paroles. Parce que c'est pas facile. Les seuls où j'ai vraiment compris, c'est quand c'était des vidéos lyriques, justement. C'est sûr qu'à force d'en écouter, on développe l'oreille pour... Oui, c'est sûr, je suis pas habitué à part genre Rammstein. Il y a aussi un groupe islandais, Skalmold, que j'ai écouté. Puis vous autres, c'est vrai que j'en ai pas écouté beaucoup. C'est justement, j'ai le look de quelqu'un qui est vraiment là-dedans et je dis pas, je suis ouvert à tout comme toi. Mais c'est vrai, je suis plus pareil, je suis plus dans ce qui est coréen. Okay. Et c'est assez étrange parce que
On comprend rien non plus, mais pas de la même manière. On comprend rien parce que c'est en coréen. Ouais. Et ce qui est aussi bien, c'est que K-pop, on peut croire que c'est juste de la pop, mais c'est un mélange de beaucoup de genres. Et même si c'est très rare, il en existe, que ce soit coréen ou même japonais, des groupes de métal coréen ou japonais, en tout cas qui s'inspirent de ça. Donc je me dis, c'est un groupe coréen ou japonais de métal, tu comprends 2 fois moins. Ouais, ben, c'est ça, tu sais, c'est des styles. J'aime beaucoup ce qui est musical, tu sais, dans le sens de se laisser aller, se laisser porter par la musique sans nécessairement avoir besoin d'avoir des vocales. Donc pour moi, l'aspect musical a toujours été un aspect très important de notre musique. Donc c'est sûr et certain que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent la musique puis qui retiennent toutes les paroles, hein, que ils vont entendre une tune 2 fois puis ils vont être capables de dire toutes les paroles. Moi, j'entends une tune 1000 fois puis je retiens tous les instruments, tous les beats, toutes les affaires, mais les paroles, on dirait que c'est pas. Ça n'a jamais été quelque chose pour moi qui a été ultra touchant ou impactant, dans le sens que je porte beaucoup attention à la musique, l'ambiance, le general vibe que ça me donne. Donc, je pense que c'est un petit peu ça avec le métal également, tu sais, dans le sens que peut-être au début, c'est difficile de comprendre les lyrics, comprendre ce que le chanteur dit. Par contre, à force d'en écouter, tu sais, si le vibe te plaît, à force d'en écouter, tu vas apprendre à décortiquer peut-être plus les mots. Puis, bon, c'est sûr qu'il y en a qui mangent beaucoup leurs mots, là, en même temps, la technique vocale du métal est vraiment pas facile. Là. Non, effectivement, c'est quelque chose qui se développe avec les années. Puis, logiquement, je me doute qu'il y a un lien entre le fait que la voix que tu fais, c'est une voix très grave, très profonde, et le fait que tu fais des doublages de monstres. Ça a dû mener à ça. Oui, ben, c'est sûr. Oui, effectivement, le propriétaire de la fabrique de monstres avec laquelle je travaille, dans le fond, on se connaissait parce qu'il y a un band metal qui s'appelle Necrotic Mutation. Il joue également là, dans ce groupe-là. Puis il m'a vu sur scène quelques fois, il me connaissait. Puis un moment donné, après un spectacle, il est venu me voir puis il m'a proposé hey, ça te tenterait-tu de venir faire des voix de monstres dans des jeux vidéo? Puis c'est sûr que moi, c'était aussi un rêve. C'était vraiment une belle expérience dès le départ. Fait que j'ai continué là-dedans avec eux. Puis très heureux. Ouais, donc j'en ai 203. Tu dis, je fais 2 trucs, j'en fais un troisième. Exact. Ah, ben là, on a juste fait une question. Donc, j'ai enchaîné avec ceux que j'avais préparés, mais on peut aller loin. Là. Ça peut durer 1 heure. Il y en a une qui dure quasiment 1h30. Donc, on a le temps. Pas de problème. L'autre, c'est comment tu réussis à concilier. Bon, j'avais écrit tes 2 passions ensemble, mais bon, non, on sait que c'est les 3. Comment tu réussis à faire les 3 et pour moins les 2 premiers d'en vivre? Ouais, très, très bonne question. Dans le sens que c'est vraiment un chemin très particulier que je pense qu'il n'y a pas de recette secrète. Là. Il y a pas. Les personnes vont faire leur propre chemin. Il y en a pour qui ça va marcher, d'autres pour qui ça va être so-so. Puis c'est d'un fois, ça peut être question de timing, ça peut être question de comment tu projettes les choses, à quel point tu promouvois, ou de la façon que tu le fais également. Donc, ça serait. J'ai un petit peu de misère à comme dire de quelle façon ça pourrait fonctionner, mais pour moi, ça a toujours été bon, ben, je vais suivre ce que j'aime faire dans la vie, puis j'ai toujours été quelqu'un de très, très optimiste. Je travaille très, très fort pour tout ce que j'ai. Je veux dire, j'ai travaillé énormément fort durant toutes ces années-là. Donc, c'est sûr et certain, c'est pas un chemin facile parce que, bon, tu délaisses la sécurité financière. J'avais une bonne job avant, j'ai fait le saut quand on a commencé à avoir plus de tournées. J'ai fait le saut, je me suis dit, on a juste une vie à vivre, puis je vais foncer 100%. Puis je regrette pas ce choix-là. C'est sûr que des fois, je me réveille, puis je suis comme, capote un peu, là, c'est pas... c'est ça. Ça a des hauts et des bas, mais je retournerai pas en arrière. Je serais content du chemin que j'ai choisi, puis je vais à fond
C'est surtout que tu as 3 passions et les 3 sont techniquement reliés à l'art. Tu as l'art de la musique, Ouais, l'art de la exact. photographie, bon, l'art du doublage. On pourrait dire aussi que c'est un art dans un sens, parce il faut quelque chose dans sa voix pour être capable de doubler. Donc c'est sûr que tu vas avoir 3 métiers. Ces 3 métiers qui sont pas certains. C'est comme, Exact. t'as moi qui veut écrire un livre, mais je veux juste ne pas écrire juste un livre. Écrire, pas juste écrire en fait. Je suis en étude de masso pour être certain de gagner un peu ma vie, parce que si je me focalise juste sur l'écriture, c'est bien beau, l'histoire peut être excellente, mais ça va pas me ramener assez pour vivre, donc je me dis, puis YouTube, Ben, YouTube non plus. Ouais. C'est sûr que c'est un work in progress. Je suis pas arrivé du jour au lendemain, je me suis lancé dans le vide, puis je me suis dit, bah, ben, je vais gagner ma vie avec ça. J'étais rendu à un point, on faisait des spectacles, on avait lancé déjà le premier album, puis on était rendu à un point où est-ce qu'on commençait à avoir trop d'offres de tournées. J'avais pris déjà 6 mois sabbatiques à mon emploi précédemment. Puis bon, là, ça continuait de rentrer. Donc, c'était comme un point logique où est-ce que j'avais pas le choix. C'était soit que je disais, bah, ben, on va se contenter à une couple de shows par année, puis je continue à avoir une sécurité financière, ou je lâche la sécurité financière, puis je donne tout dans mes arts, dans ce qui me passionne vraiment. Donc, tu sais, c'est pas. C'est ça. C'est quelque chose qui. Faut être logique aussi, faut être quand même, tu sais, voir un petit peu en avant, puis si l'occasion se présente, ben, c'est ça, c'est la décision à prendre, c'est est-ce que j'y vais ou est-ce que je recule. J'ai remarqué ça. Le groupe a commencé en 2005, t'es né en 89, donc tu as commencé avec 16 ans. Ouais. Et entre 2005 et 2011, il n'y a pas eu d'album, donc c'est quoi qui se faisait exactement? Ben en fait, c'est ça, c'est que j'ai commencé à écrire les chansons en 2005. Donc là, j'avais quasiment l'album de The Aura lorsque disons en 2010, quand on a enregistré le premier démo. On avait déjà toutes les chansons de prêtes pour l'année d'après, où est-ce qu'on est entré en studio pour toutes les chansons. Donc ça a été ça de 2005 à 2010, ça a été l'écriture du premier album, de trouver le nom, trouver le visuel, l'essence, trouver les autres musiciens avec qui jouer, qui était vraiment difficile, surtout à cet âge-là, parce que c'est de la musique très technique, c'est un créneau assez particulier, donc de trouver du monde à 15, 16, 17 ans qui joue de ce style-là, puis également qui sont motivés à continuer, parce que c'est de mettre beaucoup de temps, d'énergie, d'efforts pour en arriver là. C'est ça, de ce que j'ai remarqué, en tout cas, il y a une frise avec tous les membres qu'il y a eu, t'es le seul qui est là depuis le début. Ouais, ben c'est mon groupe, c'est moi qui compose toutes les chansons, les paroles, donc c'est comme mon bébé, c'est mon projet. J'ai grandi en rêvant d'avoir un groupe, en rêvant de jouer des spectacles, faire des tournées. Donc c'est pour ça que j'ai parti de ce groupe-là, puis je suis encore aujourd'hui aussi passionné que je l'étais quand j'ai commencé. Pour ce qui est des albums et des choses, c'est ça qui te rapporte pour ce qui est du métier de musicien. Pour ce qui est de photos, c'est de vendre les photos. Ben, je sais qu'il existe les calendriers, mais est-ce qu'il y a d'autres manières aussi? Ben, c'est sûr et certain que là, présentement, je suis entre les deux, entre le Costa Rica, ma famille est costaricaine. J'ai découvert le Costa Rica il y a 6 ans et j'ai visité partout à travers le Costa Rica, maintes et maintes fois. Donc, je fais beaucoup de photos de paysages, des photos de nature, la faune là-bas, et ça m'a amené à connaître énormément le pays costaricain. Donc, j'ai décidé, après 3 ans, j'ai commencé à faire des tours guidés là-bas. Donc, là, présentement, j'ai quelques tours guidés qui s'en viennent. Puis, je fais affaire aussi avec des hôtels, des resorts, que j'ai fait des vidéos pour ce qui est de la bouffe, ce qui est de l'habitation, l'ambiance générale. Donc, encore une fois, c'est un amalgame de différentes
différentes choses qui me passionnent, dont la nature, la musique. J'ai fait des vidéoclips de band au Costa Rica, ici également. Donc, c'est ça. Je dirais photo, vidéo, ça touche à différentes sphères. Je sais que souvent, il y a des gens qui vont prêcher pour y aller dans un créneau spécifique puis pas déroger. Moi, j'aime bien autant pour la musique que pour la photo vidéo. J'aime bien explorer, j'aime bien. Ce qui me passionne, en fait, c'est faire des projets qui me passionnent. Donc c'est ça, des vidéoclips de band, de la nature, faire des tours guidés, donc faire découvrir ce qui est beau là-bas aux gens qui sont d'ici, du Québec, du Canada. Donc c'est ça, c'est un amalgame de différentes strates. Si vous savez pas, le Costa Rica, c'est un pays qui est donc hispanophone, donc t'es trilingue, logiquement. Oui, exact. Est-ce que c'est le fait d'aller au Costa Rica qui t'a voulu parler espagnol? Tu parlais de genre. Est-ce que tu étais déjà intéressé à la base par ce pays-là précisément? Ou... Non, ben c'est sûr que le Costa Rica, je veux dire, on en entend tout parler parce que c'est un petit pays, un paradis là, terrestre. Avec une faune incroyable, mais non, dès le début, je veux dire, c'était pas un pays pour lequel j'étais nécessairement attiré, c'est juste, j'étais en tournée avec le groupe, et j'ai rencontré ma femme Diana là-bas, et à partir de là, je suis retourné plusieurs fois par année, et c'est là que, bon, tout s'est enclenché, que là, j'habite on and off. Là-bas. Quasiment dire que t'es à moitié costaricain. Ouais, exact. Ou elle à moitié québécoise. Exact. À voir. Et c'est-tu la passion du métal ou de la photo? C'est quoi qui t'a... Déjà, c'est-tu elle qui t'a parlé ou c'est toi qui es allé la voir? C'est une chose... Ou à part, c'est peut-être quelqu'un qui était venu voir un spectacle, je suppose? Ouais, exact. C'est une fan de métal à la base. Ouais, exact. Elle était fan du groupe. On s'est rencontrés après ça, après le spectacle. Signait des autographes, vendait de la marchandise, rencontrait les gens, puis on a commencé à parler ensemble. Ah, mais tu parlais pas encore espagnol? Non, mais elle parle super bien anglais, donc c'est un. Donc deux un ensemble. un entre-deux. Et là, déjà, avec ces questions-là, on a déjà passé sur des questions que j'avais, donc ça se peut que j'ai skip un peu plus vite vu qu'on en a déjà un peu parlé. Mais bon, la prochaine, c'est est-ce que des fois. Ben, maintenant, il y en a trois, ça mêle un peu les cartes, mais est-ce que parfois ces passions-là, ils se mélangent? Est-ce que des fois la musique se mélange à la photographie ou la photographie, bon, peut-être le doublage, je vais mettre un peu plus de côté parce que ça n'a vraiment rien à voir avec les deux autres. D'abord, j'étais plus fixé sur ces deux-là. Donc, est-ce que des fois, il y a un lien en direct entre la musique et les photos? Parce que, justement, les photos des albums, c'est pas des photos. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les deux? Oui. Pas? Ben, tu sais, c'est sûr, pour ce qui est des pochettes d'albums, pas jusqu'à date, pas nécessairement. Ça a toujours été des illustrations. Ouais. Mais c'est sûr et certain que, tu sais, pour moi, je reste quelqu'un qui est très intéressé par le physique. Parce que, bon, quand un band lance un album, c'est pas juste la musique. Pour moi, j'ai l'impression que quand tu vois la pochette, ça te donne déjà une première impression, une atmosphère dans laquelle tu vas te plonger. Puis tout ça a un aspect, d'après moi, là, très direct avec la musique. Donc, tu sais, le choix des couleurs, le choix, l'arrangement, l'ambiance, The Aura était très post-apocalyptique, la pochette. Donc, futuristique, algorithme, bleu, froid, je sais pas. Il y a comme quelque chose qui est interconnecté, puis ben évidemment, prendre les photos qui vont refléter le style de la musique, choisir les illustrations ou les artistes qui vont vraiment refléter vers quoi que tu t'en vas avec le nouvel album, la nouvelle musique. Du côté vidéo, ben évidemment, les vidéoclips qu'on fait, faut que ça représente les paroles, il faut que ça représente le vibe général. Donc oui, ça a
beaucoup joué entre les deux, même quand je fais des vidéos, disons pour le Costa Rica, etc. Même j'ai fait une pub de restaurant. J'ai fait la musique sur la pub, donc j'ai créé une musique pour eux, pour la pub. Puis c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact sur la perception des gens parce que quand on écoute un film, par exemple, c'est un peu le même principe. Écoute un film, aucun son. Oui, tu vas comprendre qu'est-ce qui va se passer, mais tu n'auras pas le feeling aussi important. Les sauts, la joie, la musique derrière vient ajouter énormément. Donc, d'un côté, le vidéo, la musique est vraiment importante à apporter le feeling qu'on veut vraiment projeter. Donc oui, les deux se mélangent très bien. Je crois que... C'est comme ce qu'on dit sur les films d'horreur, s'il n'y avait pas de musique stressante, ça serait moins peurant. Exactement. Les petits sons, puis les gros booms, puis tout ça, ça rajoute l'excitation. Puis, c'est pas uniquement la musique en soi, c'est le son en général. Ouais, exact. Les textures. Puis... Sans oublier les photos genre promotionnelles, les photos de show, les photos avec ta gang. Je pense que tu fais ça avec... tu fais pas ça avec un petit téléphone à la con. Non. On voit pas tant ici, mais il y a un gros équipement. Ça, c'est plus l'équipement musical. Il y a une batterie juste à côté là. Là, ça doit être là où tu fais le montage. Il y a des guitares là, mais il y en a plein d'autres juste à côté. Mais je pense que oui, il doit y avoir une ou deux caméras très belles cachées quelque part. Yes. Donc, après ça, bon là c'est sûr c'est difficile parce que c'est une histoire qui dure depuis 20 ans, mais est-ce qu'il y a un ou plusieurs souvenirs en rapport avec ces passions-là qui te revient plus vite qu'un autre? Genre un très très bon souvenir en lien avec les deux, un de chaque, ou les ensemble si ça existe. Ben justement, l'histoire, je pense, de ma femme, je pense que c'est un très bel amalgame dans le sens que on est allé au départ pour la musique, puis quand je suis retourné pour visiter puis voir ma future copine, future femme, au début, j'avais un ami qui était photographe là-bas, puis on est allé ensemble visiter une couple de places, puis j'avais ma caméra, puis c'est là que j'ai aussi en même temps eu la piqûre du pays où est-ce que la nature est tellement belle, la faune est tellement incroyable. Donc c'est drôle parce que je suis allé une première fois avec la musique, puis la deuxième fois ça a été la passion de la photo qui m'a aussi engagé là-dedans. Donc c'est sûr et certain que je serais pas où est-ce que je suis présentement si c'était pas de ces deux passions-là qui sont un peu mêlées ensemble. T'sais. Donc ça, je pense que c'est probablement la plus grosse histoire là, qui s'est passée dans les 5-6 dernières années. Tu parles beaucoup du Costa Rica, mais je suppose que t'es pas juste allé au Costa Rica pour des tournées. C'est sûr que t'as dû en faire quelques-uns au Québec, même si c'est pas le style qui définit le Québec. Là. C'est pour ça que toi et Louis-Paul, c'est quand même deux figures assez importantes, parce qu'avant, on connaissait pas vraiment, on savait même pas que ça existait, le métal québécois. Même si, bon, c'est vrai qu'en soi, est-ce qu'on peut dire que c'est québécois dans le sens qu'il n'y a pas de paroles québécoises? C'est fait au Québec par des Québécois, mais c'est pour toucher vraiment beaucoup de gens. Donc, à part le Costa Rica, t'es allé où à peu près? On est allé dans plus de 35 pays. Là. On a fait Amérique latine au complet plusieurs fois. On a fait l'Europe quasiment partout. L'Europe, je pense précisément, c'est peut-être un peu cliché, mais les pays nordiques. Ouais, on est allé pays nordiques, Norway, Scandinave, puis on est allé, c'est ça, France, Allemagne, Italie. On a fait des grandes tournées, souvent c'est des tournées d'un mois et demi, quand on va en Europe. On est allé à Dubaï, en Angleterre, on est allé en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Japon. Donc oui, on a fait beaucoup, puis à travers le Canada évidemment, et les États-Unis. Les États-Unis, il y a beaucoup de villes. Tout est un peu plus
rapproché, ben pas autant que l'Europe. Là. L'Europe, on fait 2-3 heures de route, puis on est rendu dans un autre pays, mais quand même aux États-Unis, c'est sûr et certain qu'il y a plus de population qu'au Canada, évidemment. Donc, on a joué beaucoup d'endroits aux États-Unis. Hein. Justement, une des questions, c'était qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Bon, je pense que déjà, il y a ça, hein, il y a le voyage, de beaucoup d'endroits, t'aurais pas vraiment pu faire ça si t'avais pas eu ces Ben, deux. non, Parce que ça. c'est deux passions qui te permettent de faire ça. Le métal, parce que c'est très international, il y a des fans un peu partout, puis la photo, oui, le Québec est très beau, mais c'est sûr que on a des décors qu'on connaît beaucoup, puis on va en connaître des nouveaux. Mm-hmm. Ouais, exact. On a tellement des beaux endroits au Québec, puis on est vraiment chanceux, puis plus que les années avancent, plus que je m'en rends compte également, en passant beaucoup de temps au Costa Rica, c'est sûr et certain que on est chanceux d'un certain sens d'avoir les 4 saisons. C'est quelque chose qu'il n'y a pas énormément de pays qui sont capables de vivre cette expérience-là. L'automne, c'est tellement beau, l'été, c'est incroyable. Ici, les journées, le soleil se couche à 9-10 heures d'un fois. L'hiver, c'est sûr que l'hiver est long. Oui, des fois, c'est pénible. Par contre, les 2 premiers mois de l'hiver, les premières neiges, les givres, c'est tellement beau, c'est tellement féerique, surtout pour les photos de paysages, les photos d'animaux. Ça donne une ambiance qui est féerique. Je dirais que il y a beaucoup d'autres pays qui n'ont pas cette chance-là d'observer ce type de paysage-là. Si on prend juste le Costa Rica, ça me surprendrait qu'il y ait plus qu'un ou 2 mois d'hiver là-bas. Là. Non, ben effectivement, ils ont 2 saisons, donc c'est l'été, la saison sèche, puis la saison des pluies durant l'hiver. Puis, la saison des pluies, il pleut abondamment. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a différents trucs à voir. Tous les amphibiens sortent quand il y a de la pluie, etc., parce que c'est moins dangereux pour eux de se faire attaquer par les oiseaux, etc., à cause du son de la pluie. Puis ils sont plus agiles quand c'est mouillé. Mais c'est ça, les chutes, on peut difficilement y accéder parce que ça peut être très dangereux, tandis que dans la saison sèche, on voit moins d'animaux peut-être, mais c'est ça, les cascades sont super belles. Donc, c'est ça, ils ont 2 saisons, c'est beau, mais je commençais à m'ennuyer un petit peu des 4 saisons du Québec. Je pense qu'on a des paysages vraiment sublimes ici, c'est juste qu'on est habitué de les voir, c'est tout. Et au niveau de la photo, c'est sûr que quand c'est pas des photos genre de spectacle, c'est soit la faune ou la flore. Autant la flore, c'est quand même facile parce que ça reste relativement stable. Mais comment tu réussis à faire des si belles photos d'animaux qui sont. Déjà, ils sont pas conscients d'être pris en photo, parce qu'ils savent même pas c'est quoi une photo. Et surtout, il y en a. Bon, c'est sûr, je pense pas que tu as pris des photos genre de trucs comme des tigres, des serpents, des trucs assez dangereux, là, mais. Ouais, Ah ouais? Ouais. Yes. Ben c'est ça, comment tu fais pour faire des si belles photos d'animaux qui sont soit dangereux ou juste pas domestiqués? J'ai évidemment une caméra, là, une lentille 500 mm, donc ce qui veut dire que j'ai pas besoin d'être à proximité de l'animal nécessairement pour prendre des photos comme ça. Donc, pour le jaguar, comme par exemple jaguar que j'ai pris au Costa Rica, j'ai pris un ocelot qui est comme une espèce de mini léopard, c'est tout petit. Mais tu sais, c'est ça, c'est sauvage, les dents affûtées, des grosses griffes. Mais tu sais, je pense qu'on a peut-être une mauvaise conception des animaux en général, dans le sens que, autant comme les ours ici, en général, les animaux vont pas attaquer les humains, à moins qu'ils se sentent attaquer eux-mêmes. C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions. Évidemment, des grizzlies s'approchent de la nourriture, etc. Ils font le saut. Ils s'attendaient pas nécessairement à ça, mais c'est un peu le même principe. Les serpents vénéneux, c'est sûr que je m'approche pas tant que ça. Puis j'y vais avec. J'ai des amis qui sont spécialisés dans tout ce qui est amphibien. Et les serpents, ils connaissent vraiment bien leur caractère, leur façon d'agir, parce que chaque type de serpent ont vraiment une façon différente d'agir. Donc,
eux les connaissent bien, puis ils sont capables de bien me guider pour prendre ces photos-là. Mais c'est sûr que j'y vais jamais tout seul, là, parce que bon, se faire mordre d'un serpent vénéneux, t'es à 11 km dans le bois, c'est trop risqué, donc j'y vais tout le temps au moins avec 2-3 personnes, on se connaît et on est habitués ensemble. C'est sûr que la majorité des animaux, bon c'est sûr, léopard et tout, ça se voit, mais tu sais, des petites grenouilles, des petits oiseaux, c'est quand même des animaux qui sont difficilement tu spots. Ouais. Donc ça doit être encore plus dur quand l'animal, t'essayes d'en trouver puis il fait ça. Je crois qu'il y a des trucs, c'est genre ça de gros là. Il y a des genre des petites grenouilles multicolores que si t'es touches, genre tu crèves en 1 heure. Hein? Il y a une grenouille que j'ai pris en photo, donc c'est de la macro, c'est sûr qu'il faut être très proche, mais aucunement vénéneuse, sauf qu'elle est grosse comme le bout de mon petit doigt. Donc c'est vraiment impressionnant à voir, surtout avec la caméra, à quel point qu'on est capable de grossir l'image, donc voir tous les petits détails dans ses yeux, etc. Mais oui, c'est difficile à spotter, puis justement les personnes avec qui je vais, qui sont maintenant des bons amis parce qu'on se connaît depuis maintenant 6 ans, puis on a fait beaucoup d'expéditions ensemble. J'ai appris énormément d'eux, donc maintenant je suis capable d'entendre les sons de différentes grenouilles, être capable de les identifier ou de savoir comment les voir, parce qu'il y a de la réflexion dans les yeux, même si un gros comme ça, sur une feuille, si tu passes la flashlight, tu vas avoir une réflexion dans les yeux, donc tu peux voir 2 petits points. Mais tu sais, je veux dire, c'est difficile, c'est pas quelque chose de facile, donc on passe énormément d'heures la nuit dans le bois, dans la forêt, à chercher, à écouter, à analyser, à regarder, puis mais tu sais, il y a des endroits aussi, là. Des endroits que ce type de grenouille-là va être plus fréquente, donc on s'attend à, si on est chanceux, on s'attend à la voir, tu sais. Donc ouais, c'est vraiment intéressant, c'est très... ça me passionne énormément, puis je suis toujours tellement impressionné de voir qu'il y a cette nature-là qui est partout autour de nous, mais que si on portait un peu plus attention, puis être respectueux de la nature, je pense qu'on réaliserait beaucoup plus de choses justement si on faisait attention et qu'on portait un peu plus attention à notre environnement. Peut-être un petit peu moins le métal, mais surtout la photographie, ça a dû changer des choses dans ta personnalité aussi. Oui, absolument. C'est ça sur la conscience écologique et tout. Oui, absolument. Puis c'est sûr que ça a amené aussi des concepts de paroles. Je parle dans les paroles dans l'algorithme. Je parle beaucoup du futur, de comment l'humain, justement, ne fait pas vraiment attention à toute la richesse qu'on a autour de nous. Puis c'est le moment qu'on a présent, vivre. Donc oui, ça a apporté beaucoup de sagesse, si je peux dire, le côté photographique, nature, puis de conscience, justement. Et tout ça, ça m'a fait évoluer en tant que musicien, en tant que l'écriture des paroles, des concepts. Ouais. Parfait. Et bon, je vais continuer. Je sais pas s'il y en a d'autres qui c'est vraiment meilleur souvenir. Après meilleur souvenir, c'est sûr que pour arriver à un tel niveau de précision, que ce soit au niveau musical ou photographique, tu as dû avoir des galères. Est-ce qu'il y en a qui t'ont plus marqué? Ou des choses que vraiment, quand tu sais que tes EI, c'était chiant sur le moment, après tu t'es dit, j'ai vraiment grandi grâce à ça. Ouais, ben tu sais, c'est sûr, certains, apprendre des techniques, c'est tout le temps difficile. Dès le départ, je veux dire, d'apprendre un instrument, c'est pas quelque chose que ça va arriver du jour au lendemain. Puis malheureusement, je pense aussi, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, de la façon que le monde consomme les contenus, je pense qu'ils s'attendent tous à ce que tout soit faisable facilement, tout est accessible rapidement. Je vais prendre une guitare pour la première fois, puis je vais être capable de shredder comme un malade. Mais c'est pas comme ça que ça marche, puis il faut comprendre que ça, c'est dans tous les aspects de la vie. Il y a tellement à progresser dans plein de différentes sphères de notre vie. Donc la photo, c'est la même chose, les techniques, quand je regardais des photos de petites grenouilles, de serpents, etc., puis
je connaissais pas nécessairement ces techniques-là au début. Et quand j'ai commencé, je faisais beaucoup plus de paysages. Donc, j'avais des grandes lentilles, des grands angles. Puis, tu sais, c'était beaucoup sur le grandiose, comment je dirais, tu sais, la beauté overall de la nature. Tandis que là, on s'en va à quatre pattes dans la forêt tu sais, costaricaine, puis chercher des minuscules. Fait que évidemment, ça prend différentes techniques, il faut l'approcher différemment. Tu sais, les animaux avec le 500 mm, le toucan, je peux pas juste arriver à côté de lui, puis il faut que j'y aille vraiment tranquillement, sinon il va s'en aller. Donc, c'est sûr qu'il y a des frustrations au début quand tu apprends différentes techniques parce que t'es pas habitué de le faire au même principe qu'avec la guitare. Le thumping, ça m'a pris un petit bout avant de réussir à le faire. Là, maintenant, je l'intègre. Sweep picking, c'est ça. Même les vocales, c'est quelque chose qui se développe depuis. Puis je suis heureux parce que même on revient du studio il y a tout récemment, il y a quelques jours, puis pour les nouvelles chansons. C'est sûr et certain, avec toutes les tournées qu'on a faites depuis le dernier album, qui était fin 2018, on a fait énormément de tournées depuis ce temps-là. Puis j'ai découvert aussi plus ma voix personnelle, dans le sens que à force de chanter les chansons, quand les chansons sont nouvelles, tu le fais, mais à force de le faire, on dirait que tu vas chercher un thème un peu plus personnalisé. C'est ça, c'est avec la guitare aussi, là, au même principe que quelqu'un qui joue des partitions, tu vas mettre une partition, c'est une chose de jouer ce qui est écrit, mais c'est une autre chose de mettre le feeling sur comment tu le joues, t'sais. Donc, c'est un peu le même principe. J'ai découvert que j'ai tellement évolué avec mes vocales depuis les dernières années, puis je suis rendu à un point où est-ce que je suis vraiment content OK, je trouve que ça me ressemble de plus en plus, t'sais. C'est vraiment là où est-ce que je veux aller, puis qu'est-ce que j'aime, le timbre sonore que j'aime avoir, puis donc quelque chose de plus personnel, là, je pense. Et surtout aussi, ça a dû aider le fait que tu sois pas seul là-dedans, que t'aies une gang. Ouais, ben oui, c'est sûr et certain. J'ai des musiciens hors pair, sont tous vraiment excellents, super. Ils ont de la drive, sont vraiment heureux d'être dans le groupe, puis de faire des tournées. Puis c'est une belle. On travaille très très fort pour tout ce qu'on accomplit, pour tout ce qu'on a. Par contre, on a une chance aussi, c'est indéniable. Je veux dire, on a une chance d'être capable de faire des tournées, puis de vivre, entre guillemets, de notre art, de faire des spectacles, puis qu'il y ait du monde. On lance une annonce de tournée, puis il y a des milliers de personnes qui veulent venir nous voir, puis qui achètent leurs billets. C'est sûr et certain qu'on se sent vraiment choyé là-dedans. On est chanceux d'être capable de faire ça. T'sais. Je suppose que c'est aussi devenu des amis à force de travailler ensemble. Ben oui, exactement. C'est un travail d'équipe, tout ça. Puis un ne va pas sans l'autre, évidemment. Si j'étais tout seul sur la scène, il n'y aurait pas cette énergie-là. Donc, c'est sûr que tout le monde s'entraide. La tournée, c'est difficile. Là. C'est pas glamour comme le monde aime le penser. On voit dans les films, tout est beau, mais c'est très difficile, tu dors pas beaucoup, les avions, le transport, dormir 2-3 heures par nuit, c'est courant quand tu fais des tournées. D'être tout le temps à proximité des gens, t'as pas vraiment d'intimité. Quand on est en Europe, on est dans un tour bus, il y a 22 personnes. Les groupes, ils sont pas genre 4-5? Ouais, sauf que c'est un autobus de tournée avec 2 étages. Okay, donc, on est 4 groupes souvent. Ah! Ouais, donc le premier étage, c'est comme un genre de lounge, salon, il y a des bancs où est-ce qu'on peut manger, frigo, etc. Puis le deuxième étage, c'est tous des lits superposés, puis tout le monde dort là, mais tu sais, t'as pas d'intimité, tu tires ton petit rideau, puis t'es dans ton mini cubicule. Fait
Moi j'aime beaucoup ça, mais c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. C'est pas évident, nécessairement, la vie de tournée. Et c'est aussi que vu que tu fais plusieurs pays, il y a le décalage horaire dans tout ça aussi. Ouais, les premiers jours là, de traveling, surtout, je pense que le pire que j'ai vécu, c'était quand on est revenu de Nouvelle-Zélande. C'est littéralement l'autre bout du monde. De l'autre côté, je pense que ça m'a pris une semaine que je me réveillais à 3h du matin, puis là, j'étais debout jusqu'à 3h l'après-midi, puis là, je suis rendu à 3h l'après-midi, j'étais plus capable, là, j'étais complètement d'opposé. Mais c'est ça. T'sais, autre que les travelling, puis etc., on vit tellement des trucs incroyables. J'avais aussi une question sur ça, les gens qui t'entourent, les gens qui t'ont motivé. On a parlé donc un peu des gens de ton band, de ta blonde, mais il doit y en avoir d'autres. Mm-hmm. Ben oui, effectivement, c'est sûr que, bon, tous mes amis, on a des types de vie très différentes. J'ai beaucoup d'amis, évidemment, dans la scène musicale. Mais tu sais, mes amis proches, je veux dire, sont pas nécessairement dans la musique. Puis c'est sûr qu'eux, ils me motivent énormément parce que je me rends compte, justement, en leur parlant, ils me disent à quel point ils aimeraient ça, vivre ça. Puis c'est drôle parce que au fil des années, on a apporté avec nous des amis à nous en tournée, disons, pour vendre notre marchandise. Donc, ils ont pu un petit peu vivre cet aspect-là de la tournée, de voir c'est quoi la tournée, en fait. Puis, tu sais, souvent, ils sont revenus, puis ils disent c'était l'expérience de ma vie, là. Je veux dire, autre que ça, ils n'auraient pas pu vivre ça, c'est pas nécessairement des musiciens, donc c'est ça, ces gens-là, mes amis proches me motivent énormément, créer de la nouvelle musique. J'ai mon ami P.B. Rivard qui est humoriste, qui est aussi très très fan de métal. Puis c'était toujours le premier, durant la pandémie, c'était difficile là, avec les artistes, on était un peu, je pense, mis de côté. Là. Tout le monde, on était bien content d'écouter de la musique, sauf que vous êtes les derniers qui vont pouvoir faire des spectacles. Puis, tu sais, on était comme tassé un peu de côté. Fait que c'était un peu difficile sur le moral. J'en ai profité pour faire autre chose. Mais, tu sais, mon chum P.B. Rivard, ça a toujours été un des gars qui m'a poussé. Puis, le nouvel album, même mon album solo, super intéressé. Puis, fait que c'est ça. C'est vraiment le fun, c'est sûr et certain que j'attire. J'ai beaucoup de monde autour de moi qui me soutiennent là-dedans et qui me motivent à continuer. Ça, puis ça va ça aussi. Il y a aussi évidemment ton frère et tes parents. Mm-hmm. Même si c'est sûr que c'est pas niveau. C'est plus niveau personnel pour eux autres, je suppose. Ben, tu sais, je suis vraiment, vraiment chanceux parce que mes parents ont toujours été. Ils m'ont toujours soutenu là-dedans. Puis dès le départ, je pense que le fait que mon grand-père était accordéoniste professionnel, lui, c'était ça sa vie, son métier. Il était accordéoniste, faisait des spectacles un peu partout. Puis le fait que c'était déjà dans la famille, mes parents comprenaient déjà. Puis je sais que j'ai cette chance-là parce qu'il y a bien des familles, j'en connais des personnes qui jouent de la musique, peut-être pas professionnellement, ou qui sont rendus professionnels, puis qu'ils ont toujours été, ses parents, tu réussiras pas dans la musique, c'est pas un mode de vie, c'est juste une passion, c'est pas un travail, blablabla. Moi, j'ai toujours été soutenu par mes parents qui m'ont toujours, dit de foncer, puis d'aller de l'avant, puis de réaliser mes rêves. Fait que je suis vraiment chanceux de ce côté-là. J'ai une famille en or qui m'ont toujours aidé puis motivé là, à continuer puis pousser plus loin mes rêves. Là. Ça reste quand même un décalage entre accordéon et guitare électrique. Oui, effectivement. Ben ça, c'est drôle aussi. Là. Parce qu'à 6 ans, j'ai commencé à jouer de l'accordéon. Mon grand-père, ça n'a jamais été forcé non plus. Là. On était dans les restaurants, mon grand-père, il jouait de l'accordéon, puis là, je le regardais là, avec les gros yeux, puis je capotais. Puis là, il me disait « Ah, si un jour tu veux apprendre, t'as juste à me le dire, ça va me faire plaisir. Je vais commencer à t'apprendre la musique. » Puis il m'a dit ça le lendemain.
oui, j'aimerais ça apprendre. T'sais. Fait que tout de suite, j'ai commencé à apprendre, puis mon frère, en même temps, a commencé à apprendre l'accordéon. Fait qu'on était les deux à apprendre. Puis mon frère, après une couple d'années, il s'est tanné parce que j'avançais très vite. Je pense peut-être que je pratiquais beaucoup. Mon frère, j'imagine, pratiquait beaucoup aussi, mais je sais pas, j'avais peut-être la passion, vraiment la drive pour ça, puis j'avançais plus rapidement. Puis mon frère, cette année, il s'est dit, ah, je vais acheter une guitare. Fait que je vais acheter une guitare, je vais faire d'autres choses. Puis là, quand il a acheté une guitare, j'ai fait, ah, wow, c'est donc bien hot, ça. Puis là, j'ai pogné la guitare, puis là, j'ai commencé à jouer, puis je laisse donc faire. Et c'est ça, dans le fond, c'est là que ça m'a apporté de l'accordéon jusqu'à la guitare, puis là, c'était une guitare classique. Puis là, après ça, j'ai découvert le métal, commencé à jouer du métal, Megadeth, Metallica, etc. J'ai étudié en classique, puis là, j'ai commencé à faire un peu dans le même temps, j'ai étudié en guitare classique. Un peu dans le même temps, j'ai commencé à faire les compositions de Beyond Creation. Ça a été un drôle de croche, mais tout ça, je pense que ça m'a permis, tu sais, l'accordéon, c'est vraiment un instrument difficile, là, dans le sens qu'il y a beaucoup, c'est un peu comme le drum, dans le sens que d'un côté, tu as la mélodie, de l'autre côté, tu as les basses, puis il faut que tu penses à l'air, tu sais, le phrasé, là, de comment que l'air elle va entrer, comment qu'elle va finir. Donc c'est un peu comme de diviser le cerveau en deux, trois. Puis je pense que tout ça, le fait que j'aille commencer avec l'accordéon, ça m'a aidé beaucoup pour faire les vocales en même temps de jouer des affaires qui sont techniques. Parce que, bon, il y a bien du monde qui me demande comment tu fais pour chanter en même temps de jouer de la guitare, puis je sais pas. Je sais pas, je fais juste. Je le fais, je pratique les deux individuellement jusqu'à temps que ça devienne quasiment automatique, comme naturel. Puis après ça, j'intègre les deux ensemble, puis je le fais. Je vais penser au vocal pendant que je fais l'autre, je vais penser à la guitare. Fait que là, après ça, je suis capable de vraiment intonner les émotions sur chacun d'eux, puis où est-ce qu'il faut puncher, puis etc. Mais je pense que l'accordéon m'a beaucoup aidé justement à être capable de décortiquer puis jouer du drum. Parce que maintenant, je pense pas que t'en fais plus trop. Là. L'accordéon, ça fait longtemps. Je l'ai ressorti je pense qu'il y a 2 ans. Puis c'est étonnant comment que le cerveau a une capacité de mémoire. T'sais, je l'ai ressorti, puis il y a des choses que j'étais encore capable de jouer. Mais évidemment, bon, j'ai repris les partitions, puis j'étais capable de jouer, mais quand j'étais tout petit et que j'étais toujours là-dedans, je pratiquais 3, 4, 5 heures par jour d'un fois, puis c'était fou, là. J'aurais aimé ça avoir des vidéos de ce temps-là, puis c'était vraiment cool. Ici, on va peut-être avoir un morceau un moment donné avec une petite solo d'accordéon, ça ferait... Ben oui, même mon père, ça fait des années qu'il me pousse là. Quand est-ce qu'il va y avoir une partie d'accordéon là, dans le nouveau Beyond Creation? Puis... Surtout que le titre, c'est Beyond Creation, donc c'est tout le temps de faire des trucs différents, et vu que tu l'as jamais fait encore sur un album, ça pourrait être une idée. Mm-hmm. Ben tu sais, je fais le piano, comme sur Algorithm, il y avait beaucoup de... il y avait du piano. Mais oui, effectivement, l'accordéon serait une bonne chose, puis ça serait aussi de démontrer, parce que je pense que le monde a une mauvaise conception de l'accordéon. Souvent, on va penser à l'accordéon comme quelque chose comme des rigodons, des trucs, tu sais, des trucs vieux. Ouais, c'est ça, exact, mais tu sais, ce que je jouais, ce que j'apprenais, c'était vraiment du classique, là, comme un peu plus... Zordas, des trucs plus intenses, plus dark, si on veut. Dark accordéon. Ouais. Fait que, non, il y a moyen d'avoir quelque chose qui est très, très puissant et non le petit côté. Ouais. Ça rend celle de noblesse un instrument qu'on voit quasiment plus, à part dans des trucs, c'est ça, un peu cliché, traditionnel. Ouais, exact. C'est sûr que c'est déjà unique, je dis pas, mais du métal accordéon, ça serait quelque chose d'expérimenté, je pense. Quand même, ouais. À part ça existe déjà, en tout cas, j'ai pas fait assez de recherche pour voir si ça existait, mais... Ben, il doit avoir, il doit en avoir, là, il y a toujours, tout pas tout a été fait, là,
Mais, tu sais, souvent, les groupes comme, ben, je sais pas s'il y en a, mais Hailstrom, qui est plus comme folk, folk metal, power metal, ils vont incorporer des fois ce genre d'instrument-là. Mais c'est sûr que dans le death metal puis le progressif, c'est moins. On dirait que ça fait tâche. Mais ça peut être bien. Ouais, ça ouais. peut être bien né, j'en suis Ouais, sûr. exact. Faut juste que ça soit bien intégré, bien composé. Je pense que quasiment presque tous les instruments pourraient fonctionner d'une manière ou d'une autre. Bon, à part peut-être genre ceux qu'on apprend au primaire. Hein. De la flûte avec. Le fun pis ça, là, ouais, ça j'ai misère à croire. Si quelqu'un le fait, en tout cas, c'est un prodige. Bon, je pense pas qu'il y en a beaucoup d'autres. Bon, ils ont. Ces activités t'ont permis de faire quoi qui aurait pas été possible? C'est ça, les voyages, les rencontres et tout, ta femme et tout. Donc, c'est déjà un peu pas mal répondu. Yes. Donc, il en resterait deux. Il y aurait pour commencer, qu'est-ce que tu vois dans le futur avec tout ça? Pas facile, je sais, mais. Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, l'AI présentement est une grosse question dans plusieurs, plusieurs sphères. Là. Dans les 3 domaines, hein, techniquement. Ouais, exactement. Donc, reste à voir. Une chose que je pense, c'est que c'est sûr que l'aspect spectacle, où est-ce que ça peut pas être remplacé par l'AI parce que c'est une connexion qu'on a avec les gens, c'est une connexion, tu sais, tu vas voir un spectacle pour être en gang, pour avoir cette vibe-là, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup maintenant, tu sais, il va falloir qu'ils passent des régulations, etc., les gouvernements, tu sais, la musique qui est composée par AI, puis mise sur les plateformes Spotify, etc., juste pour générer, tu sais, des revenus. C'est faisable, ça, oui, je comprends. Par contre, l'aspect spectacle va quand même rester. Je pense que le monde va continuer d'aller voir des spectacles parce que ça a une ambiance unique, ça a quelque chose que. C'est un robot que tu vois sur la scène jouer de la guitare. Ça n'a aucune importance, là, on s'en fout. Là, je veux dire, faut que ça soit la communication humaine entre le public et les artistes. C'est surtout que les créations faites par IA, déjà, c'est un signe de paresse. T'as pas l'envie d'apprendre, tu fais juste générer et tout. Et surtout, il y a le niveau créatif. Il y a la touche de chaque artiste. Il n'y en a pas pour l'IA. Tu peux bien demander qu'il y ait une touche, je sais pas, moi, tu demandes un numéro de tel groupe dans tel style. C'est cool. C'est quand même plutôt amusant, mais rémunère pas ça. Regarde-le pour toi, entre tes proches. Essaie pas de faire de l'argent avec quelque chose que t'as pas fait. Exact. Je suis très d'accord avec ça. Donc c'est ça. J'essaie de pas trop penser au futur, dans le sens que, bon, je me concentre sur le moment présent, sur qu'est-ce qui arrive à court terme. La nouvelle musique qu'on est en train de faire, les tournées que je suis en train de booker, les vidéoclips, je veux dire, tout ça se fait encore physiquement et pleine dévotion artistique avec la passion, etc. Puis je me dis, tant que je suis capable de le faire, je vais continuer à le faire, puis on verra d'ici 5-10 ans qu'est-ce qui se passe. C'est ça, t'as même pas 40 ans, donc t'as encore beaucoup de temps pour toi. Ouais, exact. Par contre, je sais que je vais continuer à avoir des guitares, puis je veux dire, ça va. Je l'ai déjà, ça va continuer à être là, puis tu sais. Je pense que la création, ça part de soi, c'est une volonté, une passion de le faire, puis si c'est pas nécessairement, c'est pas pour le travail ou quoi que ce soit, je veux dire, ça va rester, même si dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on fait plus de spectacles, peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça, mais si on n'en fait plus, ben, je vais quand même avoir cette passion-là, je pense qu'il va me suivre toute ma vie, donc ça va être de composer de la musique, ça va être de continuer là-dedans. Ça reste un héritage dans un sens. Oui, exact. Ben, je sais pas, je pense que c'est un peu personnel comme question, mais même si, admettons, un moment donné, tu vas avoir un enfant, je sais pas, peu importe oui ou non, là, mais si oui, c'est sûr que si t'en as un, tu vas essayer de lui montrer tout ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, je pense que la musique en tant que telle, c'est un très bel art qui est, c'est
pas parce que moi je le fais professionnellement que mon enfant, il faut qu'il le fasse professionnellement. C'est juste d'être capable de passer cette connaissance-là à mon enfant, qu'il soit capable de jouer d'un instrument ou de s'épanouir avec quelque chose que, je trouve qu'il y a quelque chose de très spirituel à jouer un instrument, que c'est, tu regardes dans toi-même, d'un coup que tu comprends l'instrument, d'un coup que tu commences à être à l'aise avec l'instrument, tu commences à c'est comme parler, c'est un dialogue que tu as, tu es capable de propager des émotions, tu es capable de, je sais pas, je pense que c'est vraiment un bel art qui est disponible, puis que si je suis capable de le faire, ben c'est sûr et certain que mon enfant, s'il veut le faire, je serais tellement heureux. S'il veut pas, ben c'est pas... Même là, on ouvre les horizons. Tu sais, t'as un petit humain qui arrive sur la Terre, il faut lui montrer des trucs pour pas qu'il reste là à rien foutre. Sans forcément qu'il aille là-dedans, juste qu'il apprécie un minimum et qu'il soit compréhensif. C'est surtout ça, la compréhension. Pas forcément l'appréciation, mais la compréhension de se dire, OK, ça existe. Je veux comprendre qu'il y a des gens qui sont là-dedans. Ouais, exact. Bon, s'il aime ça, tant mieux. S'il aime pas ça, ben, y a aucun problème. Par contre, au moins, j'aurais essayé de passer la flamme musicale pour que ça perdure dans le temps. Donc, on a dépassé l'heure. Donc, la dernière chose, c'était précisément des anecdotes. Je suis sûr que tu en as déjà dit quelques-unes, mais en fait, c'est plutôt à la fin. Si tu as quelque chose qui te vient en tête, vas-y. Quelque chose de plus ou. Que j'ai une anecdote ou pas, hein. C'est pas grave. Ben, des anecdotes, il y en a tellement. C'est sûr, en tournée, c'est fou, tu sais, comment que ça. Chaque jour est en fait une anecdote parce qu'il se passe des affaires différentes tous les jours, puis on voit du monde différent tous les jours. Donc, il y a des trucs vraiment fous qui s'est passé, mais de mettre le doigt sur une en particulier, vite de même, je pourrais pas nécessairement dire, mais je voudrais au minimum, je pensais de remercier tout le monde qui écoute, puis qui sont ouverts aux différents styles de musique, puis qui sont ouverts à découvrir, puis qui viennent voir les spectacles, puis les personnes qui achètent, qui supportent les artistes, parce que c'est une chose de voir les artistes qui sont déjà populaires à la télévision, à la radio, etc., mais ils ont tous commencé à quelque part aussi, ces personnes-là. Ils ont tous commencé un band local, comme n'importe qui, puis je pense que c'est important, pour les nouvelles générations, de continuer à s'intéresser puis à découvrir la musique, les artistes, l'art en général, que ce soit la peinture, l'écriture, etc. On est tellement dans notre technologie, puis dans le téléphone, puis tout je trouve que c'est important de garder cette forme humaine qui est imparfaite, mais qui est tellement belle, qui réussit à nous connecter de différents styles, de différentes façons. C'est ça, pour revenir aux anecdotes, c'est un peu comme moi, on va dire en masso, qu'il ne faut pas se mettre un truc quotidien. Pas penser que chaque jour va être la même chose. Et donc, c'est sûr que c'est un peu moindre en masso, mais je pense que c'est ça. En musique, il n'y a pas un jour qui se ressemble. Ouais, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait quasiment faire une seconde vidéo sur juste des anecdotes. Rendu là. Donc, voilà. Yes, ben, merci beaucoup. C'est moi, je vous remercie. On est quand même allé au Drummondville pour faire ça. Donc, je suis quand même très content que ça soit enfin fait. J'espère que vous avez aimé. En plus d'1 heure, à parler de divers sujets, pas uniquement que ce que j'avais prévu. Mais justement, moi, je fais une liste parce qu'il faut en faire une. Il ne faut pas juste venir à l'improviste avec rien. Mais c'est sûr que partir un peu loin dans d'autres choses, c'est encore mieux. Ben oui, c'est cool. Parce que si on reste stické sur ça, oui, c'est intéressant, mais c'est ça, justement, je l'ai écrit sur un téléphone. C'est un merveilleux outil. Ouais, la connexion humaine, c'est encore mieux. Absolument, yes. Donc, merci d'avoir écouté donc, cette 5e interview. Là, je dis c'est la vraie 5e interview. J'espère que vous avez aimé.
Comme vous savez, j'ai déjà dit pour les 2 prochaines vidéos, vous savez ce qui arrive. Les interviews, il va en avoir d'autres, mais pour l'instant, c'est ça, il y a celle que j'ai foirée que j'aimerais refaire hein, d'une meilleure manière. Puis il y en a plein d'autres. Hein. Je connais justement un prof de musique qui m'a beaucoup marqué. J'aimerais beaucoup faire quelque chose avec lui. Il y a un autre professeur, lui, c'est un caricaturiste du Maroc qui est devenu prof de français. Wow. Donc, ou même juste la mère de mon meilleur ami qui est une Argentine immigrée qui a connu un Ukrainien chez elle et qui a déménagé au Canada. C'est quand même vachement quelque chose. Ouais, vraiment. Et je viens de penser à une autre question. T'as visité beaucoup de places, mais y en a-tu une encore où tu penses que t'as fait le tour au niveau des pays? Non, ben c'est sûr et certain que je suis toujours prête à découvrir. C'est sûr qu'on n'est pas allé en Chine. Encore, c'est sûr qu'il y a des beaux endroits en Chine à découvrir. Mais c'est ça. On en a vu beaucoup. Il y a beaucoup de places pour la photo que moi personnellement j'aimerais découvrir sans nécessairement que ce soit avec la musique. Puis j'ai en tête l'Islande et la Patagonie qui est 2 endroits qui ont l'air absolument à couper le souffle, incroyable. Donc c'est ça, un jour c'est sur ma checklist, mais... Qui est bien rempli mais loin d'être terminé. Ouais, exact. il va toujours en avoir. Donc là, c'est à la fin. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Évidemment, il va y avoir plein d'autres vidéos. J'espère que vous avez autant les appréciées. Évidemment, encore là, si vous avez aimé que ce soit sa personnalité ou que vous êtes intéressé par sa musique qui est sur Facebook, mais 3 pages dans la page personnelle, ouais. La page photo et la page musique. Ouais, exact. Donc sur Facebook ou sur Instagram peut-être? Les 3. Ben, Instagram, Facebook, j'ai aussi TikTok. Puis sinon, le groupe la de chaîne musique. YouTube. Ouais. Groupe de musique Beyond Creation. On a toutes ces pages-là, on pose du contenu, des vidéos, des photos, des updates de tournée, tout ce qui s'en vient. Puis on a de la nouvelle musique qui s'en vient. Donc, évidemment, je vous invite à aller découvrir. Hein. J'avais déjà un peu écouté, mais c'est vraiment quand je savais que je pouvais faire interview que j'étais allé vraiment écouter les tunes pour pas avoir l'air d'un inculte. Faire à 100%. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez. C'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est ça qui fait que la vie est belle, c'est que personne n'est pareil. C'est sûr que quand quelque chose rassemble, c'est très bien, mais voilà. Donc, si vous êtes intéressé à aller voir YouTube, Instagram, Facebook, il est à peu près partout. Donc, voilà. Un dernier mot? Yes. Ben, merci beaucoup. Yes. C'était vraiment le fun. Des bonnes questions. Je te remercie. Yes. À la semaine prochaine pour d'autres aventures totalement différentes.